Salut à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo gaming si on peut dire. Je vais être sur Saya no Uta, le visual novel que j'avais commencé. Et je m'excuse déjà pour le temps, pour ceux qui suivent la série, merci déjà à vous de la suivre. Et ça fait 2 mois depuis le dernier épisode, donc j'avais dit en plus que je le sortirais rapidement, ce qui n'est pas le cas, je m'excuse. Donc voilà, je profite de cette semaine de daily upload pour faire un petit peu une petite trêve dans le dessin, voilà, se reposer un petit peu et enjoy ce visual novel tout simplement monstrueux. Vous voyez, 14 avril ça date, donc on va relancer tout de suite où on en était. Hop, on cherche ça. Et voilà, on est de retour sur Saya no Uta, allez c'est reparti. Arrivant à l'instant en face de la maison de Sakisaka, Omi respire profondément pour se calmer les nerfs. Comme il fallait s'y attendre, sa colère ne faiblit pas. Pourtant, elle sait qu'être aussi furieuse ne l'aidera pas puisqu'elle ne pourra pas exprimer ce pourquoi elle est venue. Alors là, on suit Omi, donc l'une des amies de la fille qui nous avait fait sa confidence. Excusez-moi si j'oublie les prénoms, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Et Sakisaka, c'est notre personnage principal, donc celui qui est avec Saya. Comme vous pouvez le voir, là on voit la maison normalement, c'est pas un gros tas de merde comme quand on le voit via les yeux de Sakisaka. Donc c'est là on vit par rapport, on vit l'histoire par rapport à Omi, au personnage d'Omi, qui va du coup sûrement demander des explications sur pourquoi il a foutu un putain de rarato des familles à sa copine. En s'en battant les couilles complets, elle rentre chez lui. Pendant qu'elle attend une réponse à l'interphone, elle observe la parcelle de jardin, visible depuis la grille. Omi n'est pas la mieux placée pour se plaindre de l'entretien, mais là, ça dépasse franchement les bornes. L'herbe pousse au hasard et des tas de feuilles mortes traînent un peu partout. C'est plus que mal entretenu, on dirait une ruine inhabitée. J'avoue que vu son cas, s'occuper du jardin, je pense qu'il s'en bat un peu les couilles. C'est allumé à l'extérieur, bien que tous les volets soient clos, Kumi suppose qu'on ne les a pas ouverts depuis un bon moment. Quel genre de vie mène-t-il? Même s'il n'a plus de famille, ce degré de négligence va beaucoup trop loin. Aïe, ça va partir en super nanny là. Occupez-vous de Sakisaka et de sa maison s'il vous plaît. Est-ce que son imagination ou quelque chose pue la viande avariée? Non, est-ce son imagination ou quelque chose pue la viande avariée? Ça ne viendrait quand même pas de la cour, à moins que... Oula. Je pense qu'on va arriver si j'ai bon souvenir, parce que si vous ne savez pas, j'ai déjà fait le jeu il y a des années, et il m'avait vraiment super plu. C'est pour ça que je le refais sur la chaîne en vidéo. Mais il y a des scènes vraiment très gore, et là je crois qu'on va arriver dans les passages où ça devient franchement flippant. Ne recevant toujours pas de réponse, elle appuie sur la sonnette encore, et encore, et encore. Finalement, après avoir essayé 10 minutes, Omi perd patience et ouvre le couvercle de l'interphone. Oh la tug. Comme elle pouvait s'y attendre, il a été débranché. Oh Ned. Ok, elle sonnait pour un depuis le début. Il est probable que Fuminori ne se soucie plus de recevoir ses quelques rares invités, gênés par les livraisons de journaux ou les sollicitations inopportunes. Putain, c'est du vocabulaire les gens. Quoiqu'elle n'ait pas supposé connaître ses motivations. Sa colère relancée face à ce qu'elle ne peut considérer comme un manque total de respect, elle pousse brutalement le portail et s'avance bruyamment dans la cour en direction de l'entrée principale. Ouh, ça va chier. Compte tenu de l'état de son interphone, elle doute que Fuminori réponde si elle se met à frapper. Alors simplement, Omi décide d'ouvrir la porte et en entrant d'annoncer sa présence. Et si la porte est fermée, elle aura juste à... étonnamment, la poignée tourne facilement et furieuse, la voilà en train d'ouvrir la porte en grand, au-delà de ce qui était son intention initiale. Oh les gens, ça va commencer à faire flipper. Ses narines sont instantanément assaillies par une puanteur suffocante. Nani? Putain, j'avais presque oublié qu'il y avait des doublages. Mais qu'est-ce que c'est? Tandis qu'elle reste pétrifiée, la cloche suspendue à l'intérieur de la porte carillonne bruyamment, alertant probablement Fuminori de la présence d'un visiteur. Holy shit! Oh non, mais dites pas qu'il y a que Saya et Fuminori n'est pas rentré. Là, ok, Okainasai, je pense que Saya ne le dit qu'à Fuminori, et vu que c'est une intrus... Ouh, ça veut dire que Fuminori est pas chez lui. Omi a du mal à croire que cette voix qu'elle vient tout juste d'entendre provienne de la pièce du fond. Elle était nettement inhumaine. D'autant plus que l'intonation était trop complexe pour celle d'un animal. Oh là 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 là. Nulle réponse. Bon, si vous voulez bien, dites-moi en commentaire si ça vous plaît plus comme ça. Je vais essayer de pas parler par-dessus les traductions. S'il parle voilà en japonais, je vous laisserai lire. Et je ferai que la voix off, enfin l'intro. La narration annexe, où il n'y aura pas de doublage. On va essayer de faire comme ça, dites-moi si c'est mieux.
voyez, il y a tous les petits bruits et tout. Je vous invite franchement à mettre votre casque pour plus d'ambiance. À la place, elle entend un bruit spongieux. Une chose molle et humide rampant dans les profondeurs de la maison. Fais demi-tour, Oumi, tout de suite. Éprouvant des difficultés à se représenter cette voix, Oumi fixe d'un air absent le vestibule désert. Il n'y a rien à l'intérieur. Pas même les chaussures de Fuminori. Ce qui ne peut signifier qu'une chose, il est toujours quelque part dehors. Si Fuminori n'est pas chez lui, la maison devrait être vide. Alors, quel était ce bruit? Oh là là, les OST me font tellement rappeler les premiers Resident Evil, les Silent Hill, les trucs comme ça. Oh, ça me donne des frissons rien que d'écouter des trucs comme ça. Sa colère s'est évanouie comme neige au soleil, laissant la porte ouverte. Pour que la cloche ne se remette pas à sonner, excusez-moi. Omi met un pied dans le couloir. Faut que je dise un petit, je ne sais pas. Le plancher craque, mettant ses nerfs à vif. Elle n'est elle-même pas sûre de la raison qui la pousse à se comporter ainsi, comme une cambrioleuse, mais une intuition lui souffle de faire le moins de bruit possible. La puanteur est telle à l'intérieur de la maison que la bouffée inspirée à l'extérieur est bien pâle en comparaison. C'est écœurant. On dirait des viscères de poisson laissés à pourrir. Serait-ce de la nourriture laissée dans la cuisine qui se gâte? C'est alors qu'elle remarque un son en provenance du bout du couloir. Marchant délicatement sur les lattes grinçantes, Omi se dirige vers la source du bruit. Elle y trouve 2 pièces disposées de chaque côté du couloir, l'une éclairée, l'autre obscure, et choisit d'inspecter la première. C'est peut-être le choix le plus évident. Donc c'est la cuisine. C'est la cuisine éclairée par ce qui doit être l'unique fenêtre dans toute la maison qu'un volet ne ferme pas. Qu'est-ce qui se passe les amis dans cette maison? Le bruit qu'elle entendit n'est qu'une théière en train de chauffer sur la cuisinière. À côté, repose sur une planche à découper un couteau de boucher et quelques carottes à moitié coupées en dés. Une scène de ménage parfaitement normale avec la lumière du soleil couchant donnant à tout cela une lumière, la couleur d'un fruit blé. Décomposé. What? Il est évident qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Qui était en train de cuisiner et où sont-ils allés? Appelle-t-elle, le regrettant à l'instant où il réalise que sa voix tremble d'une manière incontrôlée. Donc là, elle est plus du tout furieuse, elle est en train de se chier littéralement dessus. Parce que l'ambiance est très bizarre. Et du coup, je vous rappelle qu'elle n'a jamais vu Saya. Normalement, elle est censée vivre seule. Alors que ces mots résonnent vainement dans la maison silencieuse, elle commence à se sentir stupide et sans défense. Soudainement, elle sent quelque chose de froid sointer à travers ses bras. Elle se penche timidement. Ses bas, pardon. Pas ses bras. Elle se penche timidement pour toucher ses pieds, et en ramenant le bout de ses doigts à la hauteur de sa vue, elle les retrouve recouverts d'une base visqueuse d'un vert olivâtre. Holy shit. Cela ressemble à l'eau répugnante d'une cuve bouchée par les algues et les poissons morts. Tout le plancher en est recouvert. Ce doit être la source de l'odeur. Omi aurait voulu avoir conservé ses chaussures à l'intérieur, car ce n'est vraiment plus le moment de faire des manières. Ah, parce qu'elle avait enlevé ses chaussures, cette conne. Putain, la politesse, mais... c'est pas où tu marches, du coup. Alors que, pleine de regrets, elle repense au chemin qu'elle vient de faire, elle se rend compte que sa position actuelle n'est plus visible depuis l'entrée. C'est de cette cuisine que cette étrange voix et ces bruits de mouvement ont dû provenir. Oh là là, les amis, ça sent mauvais pour Omi. La pièce suivante, ce doit être la salle de séjour, comme supposé après avoir vu les volets clos, le noir absolu règne. Elle ne désire qu'une chose, quitter la maison, mais cela signifie tourner le dos à l'obscurité de cette pièce, ce à quoi elle ne peut se résoudre. Mais on s'en bat les couilles, fuit. Ah, du coup, elle y va quand même. Excusez-moi. Bougeant moins par bon sens que par compulsion, Omi pose un pied dans le salon. Il fait trop noir pour y voir la puanteur. Et la puanteur y est pire que jamais, excusez-moi. Elle glisse sa main le long du mur cherchant l'interrupteur, le trouvant plus rapidement qu'elle ne s'y attendait. Elle le pousse d'une chiquenaude et un dernier sursaut d'espoir. Wow! Donc voilà ce que Saya et Fuminori ont fait pour repeindre la maison à leur goût. Des couleurs, tellement de couleurs. Le pourpre des entrailles, le brun de la nourriture avariée, le cramoisi du sang frais, le jaune de la graisse. Ces couleurs, et d'autres encore probablement indescriptibles, se rejoignent dans un
exaspérant étalage recouvrant la moindre parcelle des murs, du sol, des fenêtres et du plafond. Putain, la gueule de l'appart, les gars. Même moi qui aime bien le dessin, c'est un peu coloré bizarrement. C'est comme si un peintre s'était amusé à retoucher la pièce avec une précision maniaque, ne laissant pas la minuscule partie vierge. Les couleurs révèlent tout ce qu'il y a à savoir à propos de la haine, de la malveillance et de la folie du peintre. Les jambes d'Umi lâchent sous le choc, l'envoyant à terre. Le dépôt visqueux recouvrant le sol imprègne aussitôt son jean, le froid lance ses vrilles glaciales à l'assaut de ses jambes et de son entrejambe et de son cou. Oula. Ses mains volent à son cou pour y accueillir une nouvelle goutte de froide substance visqueuse. Au-dessus d'elle, quelque chose est en train de dégouliner sur sa tête. Oh les amis, qu'est-ce qui se passe? Prenant peut-être la pire décision de toute sa vie, Omi lève les yeux. Le prédateur est accroché au plafond, et quelques instants avant qu'il ne bondisse sur sa proie, elle le voit dans tous ses détails. Sa bouche et ses narines sont scellées avant même qu'elle n'ait le temps de crier. Son ventre est déchiré, et une chose y pénètre pour se repaître de ses entrailles. Avant qu'elle ne ressente quoi que ce soit, son esprit est déjà brisé. Holy shit les amis, ça allait vite. Je pense qu'Umi est morte. J'ai essayé de prendre le train en serrant les dents. Bon là on repart du coup du côté de Fuminori, car on peut voir que le décor est tout dégueulasse comme il peut le voir lui. Donc on ne saura pas plus sur ce qui s'est passé avec Umi pour l'instant. Vous avez vu, il y a des scènes très flippantes quand même. J'ai essayé de prendre le train en serrant les dents, mais la foule à l'heure de pointe est si déplaisante que je suis descendu à mi-chemin en décidant de marcher. Putain, il est chaud. Je suis vraiment en retard. Je me demande si Saya s'inquiète. J'espère juste qu'elle n'est pas furieuse. Bon, t'inquiète, bon, je pense qu'elle a pu avoir un petit casse-croûte entre deux. Quand j'entre dans la cour, je réalise qu'on a laissé l'entrée grande ouverte. La lumière du salon s'infiltre jusque dans le couloir. J'entends des bruits comme ceux que ferait quelqu'un léchant ses babines et il y a une senteur dans l'air terriblement alléchante. Saya je songe à l'appeler mais décide à la place d'entrer en silence. Il y a une drôle d'odeur, et qui n'est pas totalement déplaisante. En fait, l'arôme est plutôt apaisant, pour une raison ou une autre. Ça me rappelle les cheveux de Saya. What the fuck? Donc voilà comment lui, il le voit. Tout verdâtre bizarre. Je suis au début surpris par ce que je découvre dans le salon. Le plancher recouvert parce qu'il semble être une espèce de gazon, probablement à l'origine de cette odeur proche de l'herbe, et sur lesquels des fruits, à moins que ce soit des légumes comme des billes de différentes tailles, sont éparpillés. Saya. Oh les shit. Elle se retourne, les yeux agrandis par la surprise, elle détourne le regard penaude comme une enfant prise en flagrant délit. Sérieux, elle est en train de bouffer la fille. Ah du coup les cadavres, genre il les voit même pas humainement, donc ça se trouve c'est le cadavre d'Oumi qu'il est en train de défoncer. Et lui il voit genre des boules vertes, un truc visqueux. Tellement troublée que je m'en sens mal pour elle. En rappelant qu'elle n'a jamais mangé en face de moi auparavant, je me dis que qu'elle doit être quelque peu embarrassée. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'affreux. Comme si je m'étais comporté en voyeur. C'est bon, pour les coups c'est chez toi gros. Est-ce que je peux en avoir? Oh, mais sérieux. Je ramasse l'espèce de fruit qui se trouve le plus proche de moi et le porte à ma bouche, ignorant la tentative de Saya pour m'en empêcher. Cela a une étrangeté. Oh putain, les bruitages, c'est dégueulasse. C'est doux et malléable, c'est comme une pêche ou une poire, non, je crois pas. Quand je mords dedans avec mes molaires, un jus succulent me remplit la bouche, combiné à une odeur très nette, très forte. C'est différent de tout ce que j'ai pu goûter à présent. Comment est-ce que tu prépares ça? Tu vas utiliser un assaisonnement? J'en ramasse un morceau différent et qui se compose cette fois-ci d'une pulpe fruitée enrobant un œil dur de... Oh putain, c'est quoi? C'est un œil? Je me demande de quoi il parle. En croquant un gros morceau, je me trouve qu'il a un goût similaire au précédent. Ça y est, elle est choquée. Ah. Ah, mais sa maladie au cerveau, elle est partie trop loin en fait là. Vous avez vu, Saya est loin d'être innocente. Elle cache pas mal de trucs. Au début, Saya semble ébahie, mais très vite, elle se met à rire gaiement.
こういうのが好きだったんだ。なんだ、あれこれ工夫して頑張ってた私がバカみたい。さやっていつもこういうものを食べてたのか。こんな大物は久しぶりだけどね。近所の公園とかで取ってくれる。 What? Ça va partir en parasite là, par bouffer des humains dans le parc quoi quand même. Il a une impressionnante réserve naturelle non loin d'ici. C'est la première fois que j'entends dire que de tels fruits pousseraient par ici. Mais oui, c'est vrai. Il n'y a que moi pour trouver qu'ils ressemblent à des fruits. En fait, il doit s'agir d'autre chose. ごめんね。 Ouais, pas qu'un 一 peu. 番美味しいところはさっきさやが全部食べちゃった。いいよ、また今度で。でもこれで明日から一緒に食事ができるね。 Comme c'est romantique. Petit cadavre à deux, au calme. Saya a l'air vraiment heureuse, moi aussi. Bien sûr, je le suis. Manger avec quelqu'un est bien plus amusant que manger seul, et cela donne aussi à la nourriture un goût bien meilleur. まだまだいっぱいあるし、食べきれない分は冷やせば 2,3 日は大丈夫だよ。ちょっと味は落ちるんだけどね。じゃあ早めに片付けておこうか。Genre les ramasser. Mais c'est pas des fruits, putain. Franchement, les fruits les moins gros dans les tupperwares. Oh non, et le reste des pots est dans les saladiers. Nous mettons la nourriture restante au frigo. Pensez au repas de demain, on aura rassasie d'avance. Putain, what the fuck, ils ont foutu ça dans les tupperwares, ils ont respecté. Avec ça, je commence petit à petit à regagner la joie de vivre. Elle me guide, avec elle je peux continuer à vivre. Ouais, mais c'est chaud quand même. Des histoires vraies, très effrayantes, spécial hôpital. C'est quoi ça? Chapitre 4, le monstre de l'hôpital universitaire. Oh, je sais pas du tout où on part, hein. C'est une histoire annexe, c'est quoi? D'étranges choses ont commencé à se produire dans notre hôpital autour de la fin du printemps dernier. Ah non, ça doit être une histoire annexe parlant de Saya pour ceux qui sont de l'hôpital, vu qu'elle s'est cachée dans l'hôpital pendant de nombreuses semaines, j'imagine. De nombreuses fois, des patients se seraient réveillés au milieu de la nuit en hurlant au sujet de cauchemars. Ils ont tous cru avoir vu quelque chose d'incroyablement terrifiant dans leurs rêves et beaucoup d'entre eux durent être placés sous des sédatifs pour pouvoir dormir à nouveau. Certains patients furent même transférés dans d'autres hôpitaux à cause de cela. Le truc bizarre, c'était que tous les patients avaient fait exactement le même rêve. Un rêve concernant un monstre horriblement répugnant attendant à côté de leur lit, les yeux fixés sur eux. Oh la connasse. J'avoue que ça doit être marrant quand t'es un monstre que tu fais ça. Dans un hôpital c'est un peu bâtard, mais au moins les gens ils sont pas pris au sérieux. Mais les choses vraiment étranges démarrèrent après ça. Il y avait toujours un tas de chats errants à traîner autour du campus, cherchant la bagarre avec les étudiants. Un jour, ils commencèrent soudainement à disparaître, et cela n'était pas dû au fait qu'ils se soient arrêtés de venir. Ce fut plutôt comme s'ils s'étaient complètement évaporés du secteur. Puis les gens arrêtèrent d'emmener leurs chiens dans les environs. Selon les rumeurs, ce ne fut pas les propriétaires qui allèrent les promener ailleurs, mais bel et bien les chiens qui refusèrent de venir à la proximité de l'école. Oula. Finalement, des choses commencèrent à disparaître de l'hôpital. Les organes, pour être précis. Ah, c'est pour ça qu'elle disait qu'elle avait déjà mangé le même plat, mais jamais en aussi grosse quantité. Parce qu'elle piquait des organes à l'hôpital. Oh putain, c'est chaud. Je m'en rappelais plus du tout de ce passage. Qui avait été récolté pour des transplantations disparurent des stocks. Des gens perdirent leur travail pour ça. Et cela ne se produisit pas seulement 2-3 fois. Ils essayèrent de le dissimuler aux étudiants-chercheurs, mais nous n'avons entendu dire que la situation était bien pire que cela. Les gens commencèrent à répandre des rumeurs comme quoi quelque chose vivait au sein de l'hôpital. Les gardiens tombèrent sur d'étranges dégradations qui ne pouvaient avoir eu lieu qu'au milieu de la nuit, des traces d'une chose ayant rampé dans les couloirs ou encore de mystérieuses taches sur les murs qui semblaient avoir été causées par un truc ayant dégouliné à travers le plafond. Beaucoup d'infirmières des équipes de nuit prétendirent avoir entendu d'étranges bruits les jours où les patients se mettaient à crier à cause de leurs cauchemars. Il reste une dernière histoire, une de celles que vous ne pourrez jamais mentionner dans l'enceinte de l'hôpital. Intéressant. Un jour, le département obstétrique devint complètement fou. Ils prétendirent qu'un nouveau-né avait totalement disparu durant la nuit. Oh lolo. Ces incidents suspects stoppèrent soudainement vers la fin de l'été. À présent, il n'y a presque plus de patients pour se plaindre des cauchemars et les chats ont commencé à revenir sur le campus. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cet hôpital? Encore maintenant, cela me donne la chair de poule rien que d'y penser. Oh putain, les gens, c'est énorme. C'est énorme. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu hein, si cet épisode vous plaît. J'essaierai bien sûr de mettre la suite au plus vite. Et pas d'attendre de moi comme la dernière fois. Rien.
Ok, donc là je vous rappelle vite fait, le mec c'est le copain de la fille qui vient de se faire bouffer comme une merde. Umi et la fille c'est la pote qui s'est pris un râteau par Fuminori. Et que bah, Umi était parti voir le mec parce qu'il lui avait foutu un de ses râteaux. Ça fait 2 jours qu'ils ne parviennent pas à contacter Umi. Rien n'indique qu'elle soit retournée à son appartement, même si sa famille n'est au courant de rien. Ses parents ont déjà rempli une déposition pour personne disparue. まああいつのことだからな。何事もなかったみたいにひょっこり顔出しそうな気もするんだが。だといいけど。 S'inquiète bien entendu pour Umi, mais l'incident d'il y a 3 jours avec Fuminori doit toujours peser sur son esprit. Depuis, elle n'a plus vu Fuminori et celui-ci n'a pas fait le moindre effort pour les approcher. Ah oui, ouais, c'est bon, excusez-moi, j'avais un petit doute. 4 personnes utilisaient la cafétéria pour se rejoindre entre les cours, mais à présent, ils ne sont plus que 2. ねえ殿くん、もう一度考えてみようよ。どこかおみちゃんの行きそうな場所に心当たりない？ Donc voilà, je vous laisse lire tout ce qui est déjà traduit 一通 et りは doublé. 確かめたしな。 J'ai tout vérifié, donc évidemment c'est un mensonge. Kuji sait que Umi comptait se rendre cet après-midi-là. Ou Fuminori, pardon, comptait se rendre cet après-midi-là, mais il ne veut pas mentionner Fuminori en présence de Yo. Ah oui, c'est Yo la fille, je me rappelle. Leur silence gêné est miraculeusement brisé par la cloche signalant le départ de la prochaine période de じゃ cours. あ俺行くわ。 Putain, cette cafétéria elle est tout simplement dégueulasse. S'il se trompe pas, Yo est supposée avoir cours cette heure-ci, mais elle continue de rester assise dans un état second. Incapable de dire quoi que ce soit, c'est bien un contre-cœur qu'il quitte la cafétéria. Ça doit être assez pesant comme ambiance entre amis, après tout ce qui s'est passé dans cette bande de potes, et la disparition de sa copine. La disparition d'Omi et la dépression de Yo l'inquiètent, sachant que ces 2 problèmes ont pour lui la même みのり importance. は一体。 Lorsqu'Omi disparut, la première chose que fit Kuji fut de questionner Fuminori. Après tout, la dernière fois qu'il avait vu Omi, c'était juste avant qu'elle n'aille lui dire ses 4 vérités. Il répondit directement, niant sans la moindre équivoque, et agissant comme si il n'avait pas la plus petite idée de la raison pour laquelle Omi aurait voulu se rendre chez lui. Peut-être était-ce tout à fait naturel, étant donné qu'il ne savait pas qu'Omi et lui avaient été témoins de la scène où il l'avait fait fondre Yo en larmes. Ouais, de toute façon, il a jamais. Enfin, pour lui, Fuminori, il a jamais vu Omi. Il a bouffé ce qui pour lui est des fruits. Il sait pas du tout ce qui s'est passé. Saya n'a rien dit. Et puis, pourquoi Omi serait-elle encore chez lui? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien y faire? En partant, ses émotions la submergeraient. Peut-être se calma-t-elle à mi-chemin et alors elle changea l'état d'esprit. À moins que, sur le chemin, elle ne se soit fourrée dans les ennuis. Koji conclut, ou plus exactement se persuada que la vérité résidait dans l'une de ses possibilités, refusant inconsciemment celle qui restait. En d'autres termes, le fait que Fuminori ait pu lui mentir, celui-ci aurait rencontré Umi et aurait eu un rapport avec sa disparition. Quand Kuji fut interrogé par la police, il se contenta de leur dire la destination qu'Omi devait avoir empruntée, et ce jusqu'à la gare, tout en maintenant qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où elle avait prévu d'aller. Putain, il est con, il aurait dû dire que c'était chez Fuminori. De renvoyer la police comme ça. Il voulait participer aux recherches tout en admettant qu'Omi n'avait pas pu se rendre chez Fuminori, ce dernier le lui avait bien confirmé, n'est-ce pas? Mais alors, dans ce cas, il aurait dû dire à la police tout ce qu'il savait. Mais ne voulant pas impliquer le fragile Fuminori, il s'était forcé à accepter cette logique un peu légère. Putain, c'est vraiment un vrai pote, lui. Mais sans que Koji s'en aperçoive, ce conflit intérieur se développa en lui, et à présent, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus que ce doute indéfini envers Fuminori pour lui trotter dans la tête. Koji est complètement absorbé dans ses pensées, ne prêtant pas attention à son environnement, et peut-être est-ce ce qui lui permet d'apercevoir le dos de son ami dans la foule estudiantine. 文則 Putain, il a quelqu'un. Au début, Koji se dit qu'il était en train de se diriger vers l'amphi, mais il apparaît vite qu'au contraire, celui-ci s'apprêtait à rentrer chez lui. Bizarre, les étudiants en médecine devraient avoir cours obligatoire cet après-midi. Bien que surpris, son hésitation ne dure qu'une seconde. Il suit son ami, faisant attention à garder suffisamment ses distances pour ne pas être repéré. Oh, petite fille là-dessus. Putain, il est intéressant cet épisode, c'est cool, c'est cool. J'espère qu'il vous intéresse autant, les amis. Fuminori n'était pas en train de rentrer chez lui, ce qui devint évident quand il monta dans un train se dirigeant dans la direction opposée. Ah, il va peut-être chez le médecin. Je pense qu'à part chez le médecin. Sa destination,
Son estimation suivante fut qu'il se rendait à l'hôpital universitaire T pour voir son médecin, mais Fuminori alla tout droit jusqu'au terminus. Ah bah non. どこに向かってる？ En effet. Au début, il se sentit réellement stupide, se reprochant de filer un ami de cette manière, mais à mesure que les agissements de Fuminori se firent de plus en plus mystérieux, sa conscience se tut. Nageant en plein inconnu, Kuji se sent proche de découvrir la vérité derrière la soudaine transformation de Fuminori. Toute connaissance serait la bienvenue, aussi insignifiante soit-elle. Il commence même à se dire que l'accident ne doit pas être le seul responsable de ce changement. C'est pourquoi il veut des réponses. De celles qui l'aideraient à décider si oui ou non il peut avoir confiance en lui. Fuminori descend à une petite gare située dans une zone urbaine quelconque. Kuji le suit, essayant de ne pas le perdre de vue au milieu des autres passagers qui débarquent. La gare, je m'en rappelle plus du tout où il va, Fuminori. Peut-être chez le père de Saya. Parce que je sais que du coup il y aura un petit peu ça aussi comme mystère. Mais je m'en rappelle plus, on va voir ça. La gare n'a en face d'elle ni de rond-point, ni même une rue marchande. L'endroit est plutôt désolé avec sa petite librairie, son combini. Son convini, ils ont marqué. Je crois que c'est son complet. Et son marché. Il est facile de ne pas perdre Fuminori de vue. Ouais, je crois que c'est ça, ça doit être chez le père de Saya. Fuminori semble connaître ses rues et il est clair qu'il n'a qu'un seul but, alors qu'il se presse à travers le voisinage résidentiel. Installé sur les collines, le quartier est très pentu et ça et là demeurent quelques escarpements ainsi que les zones boisées qui ont échappé à l'assimilation. Kuji, qui a déménagé à Tokyo pour pouvoir suivre ses enseignements, est impressionné qu'un endroit aussi tranquille puisse exister à moins d'1 heure de route de la ville. Ouais, ça c'est impressionnant, quand j'étais allé au Japon, il y a des endroits, genre, franchement, t'as l'impression d'être dans un petit village de campagne alors que t'es toujours en banlieue de Tokyo. Et genre, il y a des petits champs de pommes de terre, de machin et tout, et puis les gens, ils ont plus du tout le même look que dans le centre, alors que t'es à 20-30 minutes du centre. Là, ouais, même 1 heure, ça doit être encore pire. Rapidement, Fuminori finit par atteindre une maison sans sonner ou même frapper à la porte, il disparaît à l'intérieur comme aspiré par le vide, laissant Koji se demander ce qu'il y avait... Non, ce que fait ce dernier puisse considérer cette maison comme s'il s'agissait de la sienne. Oh, la maison quelconque, quoi. On dirait la maison dans The Grudge, avec le portail il est rentré comme ça. Après s'être assuré que Fuminori n'allait pas revenir, Koji s'approche de la grille d'entrée et examine la plaque nominative. Il n'a jamais entendu personne porter ce nom parmi les connaissances de Fuminori. Puis ensuite, son attention est attirée par l'amoncellement de prospectus débordant de la boîte aux lettres, qui, additionné au sentiment de délabrement du lieu, suggère que l'endroit est abandonné depuis longtemps. T'as encore une maison abandonnée? Un petit terrain de jeu situé à 2 pâtés de maison d'ici fournissait un poste d'observation adéquat pour observer la façade des Ogai. Ah oui, donc c'est bien, ouais. Ogai, c'était le père, normalement, le père adoptif ou le père de Saya. Heureusement, cela n'avait pas l'air d'être le genre de maison à posséder une sortie de derrière. Se reprochant de ne pas avoir fait de provision de cigarettes, Koji s'assoit sur un banc et commence sa surveillance. 1 heure passe et toujours rien de nouveau, il n'y a aucun signe de mouvement autour de la résidence Ogai, alors que le crépuscule s'établit sur le voisinage. Après être venu à bout de son paquet de cigarettes, la surveillance se transforme en une lutte contre une impatience croissante. Il tue le temps en composant le numéro d'Omi sur son téléphone ainsi qu'en lui envoyant de courts textos, mais ses efforts restent vains, sachant qu'il ne pouvait que l'être. Ah, il se passe quelque chose. Il faut attendre que le ciel s'assombrisse et que les lampadaires s'allument pour que Fuminori se décide à sortir de la résidence et se mette à filer vers la gare avec cette même foulée précipitée. Après une brève réflexion, Kuji décide qu'il vaut mieux fouiller la maison avant de continuer à filer Fuminori. Ah, intéressant. Il appuie sur la sonnette histoire d'être sûr, recevant en retour un silence attendu. Il vérifie une dernière fois que personne ne l'observe avant de tourner la poignée. Oui, c'est ça qui est énorme dans le jeu, c'est qu'on suit l'histoire. Des fois, je crois qu'on va peut-être suivre la même scène dans la tête de Fuminori après, en retournant un peu en arrière. Mais genre, on suit la scène de différents points de vue différents. De différents points de vue, que ce soit de ses amis ou de Fuminori ou même de Saya peut-être, je m'en rappelle plus. Et enfin voilà, c'est super intéressant de voir l'histoire de différents points de vue. La porte n'est pas fermée à clé. Ouah, la maison a l'air bien creepy aussi. J'espère qu'il va pas se faire bouffer lui aussi. Au moment où il pénètre dans la maison, un air épais et confiné emplit ses narines. Évoquant la moisissure et la poussière, cette odeur est caractéristique d'une maison qui n'a pas été touchée depuis longtemps. Il y a aussi dans l'air une légère allusion à quelque chose d'indescriptible comme une réminiscence d'égout et de citerne fétide. Ouais, genre de l'eau croupie quoi. Appuyer sur l'interrupteur de la lumière ne donne rien. Le courant doit être mort depuis qu'il a été coupé.
Koji utilise son briquet. Putain, les petits bruitages qui vont bien. Dans l'épaisse poussière recouvrant le plancher, de nombreuses traces de pieds faites récemment sont visibles, des empreintes de chaussures, sans doute celles de Fuminori. Faisant preuve du même manque de retenue, il entre aussi avec les siennes. Ouais, pas comme ta meuf qui s'est barrée en chaussettes chez Fuminori, alors que c'était dégueulasse. La flamme tremblotante du briquet repousse le silence de mort et l'obscurité de la maison. Il est étonné de voir qu'il subsiste des signes de vie. Tout dans le mobilier, de la vaisselle aux appareils électroménagers est resté intact. Rien ne semble manquer. L'épaisseur de la poussière donne à penser que la maison est vide depuis des mois, ce qui signifie que le propriétaire doit être parti avec à peine un peu plus que ses habits sur le dos. Ou se serait-il accordé un long congé? Le calendrier est arrêté à avril. Vide et silencieuse, exhibant encore les indices d'une vie passée, la maison lui évoque un navire reposant au fond de la mer. Malgré la quiétude analogue à celle d'un cimetière, un mauvais pressentiment lui vient soudainement à l'esprit. Imaginez-vous quand même, vous suivez votre pote, vous savez pas trop ce qu'il fait, et après vous arrivez dans une maison que vous ne connaissez pas du tout, vous savez pas ce qu'il y a dedans, avec votre briquet pour seul éclairage. Franchement, le mec a des couilles. Personne ne vit ici, ce qui signifie pas nécessairement que le propriétaire est parti. Peut-être a-t-il bien été assassiné et son corps est en décomposition. Oh là, j'ai trop mal lu, attendez, je reprends. Excusez-moi. Personne ne vit ici, ce qui ne signifie pas nécessairement que le propriétaire est parti. Peut-être a-t-il été bel et bien assassiné et son corps en décomposition repose-t-il sous mes pieds. C'est là qu'il se prend à vouloir une lumière plus puissante. Une torche à la main pourrait le rassurer un peu plus. Bah oui, j'imagine. Suivant ce qui semble être les empreintes de pas de Fuminori, Koji monte au premier étage où règne dans l'air confiné une odeur de papier. C'est le parfum des vieux livres, instantanément familier à quiconque ayant déjà travaillé chez un antiquaire spécialisé dans les livres anciens ou dans une librairie. Oh putain, parfum des vieux mangas. Le premier étage s'avère être un cabinet de travail. Dans ces immenses étagères sont entassés tant de livres que Koji en vient à craindre pour la stabilité du plancher. Dans lui-même étudiant en médecine, il est capable de dire que ce cabinet appartient à un médecin professionnel de haut niveau qui plus est. En juger par le contenu des livres, un plein buffet scandinave de volumes techniques trop éloignés de niveau simple étudiant, le propriétaire doit être plus intéressé par la recherche que par la médecine. Intéressant. Apparemment, Fuminori a passé le plus clair de son temps à la poussière éparpillée. Ah, a passé ici le plus clair de son temps, vu la poussière éparpillée. Il devrait être à la recherche de quelque chose. Étant donné le désordre, il semble s'être focalisé sur le bureau et les dossiers contenus dans les meubles. Donc vous vous rappelez, Saya avait demandé, voilà, Fuminori lui avait dit « Habite chez moi et je vais essayer de tout faire pour, pendant ce temps pour essayer de retrouver ton père qui a disparu. » Donc c'est normal qu'il soit plus chez lui, il a complètement disparu, donc lui il est venu juste pour en apprendre sûrement plus sur le lieu peut-être où son père, enfin ce qui arrivait à son père quoi. Une petite pile de livres sur une table voisine attire son regard. Jouxtant le bureau, je sais plus si on dit jouxtant ou jouxtant, tu prononces le X, je ne sais plus, désolé. Je suis en mode sec pas là sur ça. Et c'est vachement bien écrit, hein, même si c'est traduit, en plus c'est du fansub. C'est comme les light novels, c'est limite du roman interactif. Donc les tournures de phrases sont très littéraires. Ce sont eux qui ont dû être le plus fréquemment lus. Savoir quel genre de livre il s'agit pourrait faire la lumière sur la personne qui travaillait ici. Koji fronce les sourcils à mesure qu'il examine 3 livres. Il s'agit de vieux tomes de western en cuir et non pas de textes scientifiques. C'est plutôt le genre de livre qu'on s'attendait à voir parmi les raretés d'une vitrine d'antiquaire. Les autres titres sont également mystérieux. Traité des chiffres doit parler de sémiotique, mais on dirait que Ars Mania et Ultima est une sorte de traité de divination. Et puis il y a Voynich Manuscript, qui semble être qu'une espèce de livre illustré ayant d'y découvrir des lignes et des lignes de caractères tout à fait incompréhensibles en tournant les pages. C'est sans doute un cryptogramme. Ah, je me demande s'ils existent vraiment ces bouquins. Quoi qu'il en soit, ils n'ont rien à voir avec la médecine, réfutant l'hypothèse que M. Ugai pût être un médecin. Baissant les yeux, il s'aperçoit soudainement, sous la chaise, un reflet d'un objet noir métallique. Une torche de poche, une chose vraiment déplacée au milieu de tous ces bouquins poussiéreux. Fuminori doit l'avoir apporté avec lui. Non, je me suis dit que ça fout là, sinon. C'est avec un léger soulagement que Koji remplace son briquet par la torche. Sa forme minuscule émet un puissant rayon blanc qui repousse l'obscurité. Son courage restauré, il décide d'explorer le reste de la maison. Putain, je crois qu'il y avait du bruit. Koji remarque quelque chose d'étrange, quelque chose que jusque-là était passé inaperçu à la faible flamme de son briquet.
Un vase. Un vase. Ah mon dieu, un vase. Putain de merde. Très épaisse sur les poignées et les rampes d'escalier, il n'y avait pourtant pas d'empreinte de doigts. Foncé, les traces de limon sont omniprésentes, comme si la personne... Ah, de la vase. Putain, par un vase, mais je suis une bite. Un vase, mais je me suis dit, what, il est où le vase déjà? Ah, de la vase dans l'escalier, ok. Bon, c'était tellement hors sujet aussi, je me suis dit, ça doit pas être ça. Un vase dans une maison serait peut-être plus... Ça aurait peut-être plus sa place que de la vase. Mais bon. Il n'y a pourtant pas d'empreinte de doigt. Foncé, les traces de limon, donc ouais, limon c'est un synonyme de vase, c'est pour ça que je m'en suis rendu compte, sont omniprésentes, comme si la personne en question avait eu les mains enveloppées d'un tissu gras. S'approchant de plus près, il regarde ce qui semble s'être passé là, ou au bas de ces murs, tout près du plancher. L'espèce de vase a été éclaboussé. C'était presque comme si on l'avait violemment frotté le plancher d'un bout à l'autre à l'aide d'une serpillière humide. Ah putain, ça doit être le monstre qu'il y avait chez Fuminori, qui se traînait à l'hôpital. Donc sûrement Saya. Serait-ce des vestiges de la vie que menait Ogai? Non, ces marques sont trop étranges. Il commence à avoir envie de vomir alors qu'il essaie de s'imaginer l'occupant en train d'errer avec cette eau répugnante qui lui dégouline de partout. Tombant sur la chambre à côté du cabinet de travail, une intuition lui dicte de vérifier le placard. Il trouve 2 valises vides, pas du genre qu'on laisse derrière soi quand on part pour longtemps. Un frisson le parcourt, si celui qui l'habite est toujours quelque part à l'intérieur de la maison. Réprimant une envie terrible de fuir, Koji redescend au rez-de-chaussée pour l'inspecter. S'il trouve un cadavre, il appellera la police sur le champ. Il peut quitter les lieux, mais s'il trouve le corps plus tard, il sera extrêmement difficile de justifier la présence de ces empreintes digitales dans toute la maison. Ah oui, putain, j'avoue. La torche révèle un salon recouvert de limon. Ah oui, il l'avait pas vu avec son briquet, c'est pour ça. Puisque ce qu'il en est dans le reste de la maison. On dirait que le sofa a été dragué du fond d'un marais. Ça. Dans la cuisine, Koji jette un regard à l'évier et il décide de ne pas se rapprocher car elle ne veut pas alimenter son imagination. Il atteint la porte de la salle de bain. Une scène courante dont les feuilletons télé lui traversent l'esprit. Un suicidé, les poignets tranchés, flottant dans la baignoire pleine d'eau. Et n'existerait pas-il un film où un tueur massacre sa victime dans une salle de bain? Hashtag Psycho Ah, je ne sais plus son nom. Et je connais le film. S'armant de courage, il ouvre doucement la porte, braquant la lumière sur la baignoire en céramique, sortant de l'obscurité comme un spectre blanc. Putain, c'est creepy quand même. Oula, de la chair et du sang séché s'accrochent à des os incurvés, des côtes reposent dans le bac noirci de la baignoire. Koji pose ses mains contre le mur pour maintenir son équilibre, et ses jambes commencent à tréfaillir. Quelque chose cloche, c'est ce qu'il se dit, alors qu'il essaye désespérément de remettre de l'ordre dans ses pensées. Des os. Sauf qu'ils sont trop petits et trop nombreux. Ce ne sont pas ceux d'humains. Ah, ouf. Après avoir respiré à plusieurs fois à fond, histoire de se calmer, Koji entre dans la salle de bain et examine la baignoire. Elle est à moitié remplie de petits os, empilés les uns sur les autres comme des feuilles mortes. Trop petits pour ceux d'humains, ils doivent provenir d'animaux, des chiens, des chats, des souris et des moineaux. Ah putain, on revient toujours sur le truc des chats et des chiens. Quand même, la quantité est ahurissante. Combien faudrait-il de corps pour avoir autant d'eau? Les ossements ont été séparés les uns des autres. Apparemment, les corps n'ont pas été simplement jetés dans la baignoire laissés à pourrir. Cela se remarque aux nombreuses empreintes et des espèces de rainures laissées sur chaque os, des marques de dents mordant dans la chair. Il est hors de question que sa raison lui laisse envisager la possibilité qu'un humain ait pu faire ça. Le propriétaire de cette maison, devait avoir la garde d'une sorte de bête carnivore comme un animal de compagnie, lui donnant à ronger des os de petits animaux et se débarrassant du reste dans la baignoire. Dans la baignoire, normal. Mais pourquoi ne pas s'en être débarrassé correctement? Il aurait pu simplement les mettre à la poubelle. Ou y avait-il une raison qui les empêchait de quitter la maison? Le soulagement momentané qu'il éprouva en réalisant que les os n'appartenaient pas à des humains est à nouveau ébranlé par les mystères toujours plus épais émanant de cette maison. Et puis qu'est-ce que Fuminori peut-il bien foutre ici, pardon? Oh! What the fuck? Il l'avait capté. Oh! Un problème, Koji? Oh, Koji fait volte-face, sa torche révélant la face inexpressible de Fuminori. Arrivant à peine à couvrir le battement frénétique de son cœur, Fuminori passe devant Koji, le bousculant, le regarde avec nonchalance l'intérieur de la baignoire, comme si cet empilement d'os n'avait rien d'étrange.
いつから一体何者なんだ Il n'arrive pas à croire que son vieil ami puisse connaître les habitants de cette いずれ maison. お前にも紹介するよ。僕の恩人とも言える人だから。おい、文則 Son cœur ayant retrouvé un rythme normal, Koji court après お Fuminori. 前まさか近頃様子がおかしいのはその知り合いっていうやつのせいなんじゃ Debout dans l'entrée, Fuminori lui lance froidement un regard furieux par-dessus l'épaule. L'absence totale d'émotion dans ses yeux réduit Koji au 僕 silence. の後をつけてきたんだね、コウジ。 Putain, il est vachement intelligent. C'est ça que j'aime bien aussi dans les personnages. N'ayant aucune excuse à donner, Koji, sous le regard perçant de Fuminori, ne peut qu'ingurgiter sa salive. そういうのは迷惑だ。二度とやらないでもらいたい。あ Oh là là, le mec il bloque plus. Fuminori s'en va sans un mot, laissant Koji seul dans l'entrée. Jusqu'à cet instant, une partie de Koji avait toujours tenu à considérer Sakisaka Fuminori comme un pote. Maintenant, il n'y a plus de place à son égard que pour de la terreur. Le Fuminori qu'il connaissait n'existait-il donc plus? Cette personne qui vient de lui faire baisser le regard, ne s'agirait-il pas d'un imposteur revêtu de la peau de ce dernier? Et commence à croire en cette possibilité. Quel emmerdeur. Pourquoi faut-il qu'il s'obstine à interférer dans ma vie? Si seulement il ne s'adressait pas la parole que pour échanger des plaisanteries, je pourrais le supporter, mais se mêler de mes affaires juste pour satisfaire sa curiosité est une violation de mon intimité. Koji est le parfait exemple de celui qui pense qu'il est toujours bon de s'intéresser aux affaires des autres. Il croit probablement qu'il se montre concerné en fourrant son nez dans ma vie privée. Il pourrait être très gênant. S'il continue à s'initier ainsi, il se pourrait que je doive trouver le moyen de m'occuper de lui. Putain, il devient de plus en plus inhumain, c'est ouf. Comme ça, il a dit, je dois garder caché le plus longtemps possible ma recherche du professeur Ugami. Koji pourrait tout ruiner. Saya pensait qu'il n'y avait rien ici qui puisse nous aider dans notre recherche, mais au contraire, j'ai trouvé, et ce de manière inattendue, plusieurs choses de valeur dans la maison du professeur. Je n'ai pas eu le temps de tout examiner aujourd'hui, à ce rythme il faudra probablement plusieurs jours rien que pour éplucher le cabinet de travail. J'aurais besoin de me rendre à cette maison de nombreuses fois, mais Koji sait maintenant où elle se trouve. Rendra-t-il les choses plus difficiles? Oula. Ah. Une voix à vous faire dresser les cheveux sur la tête m'interpelle alors que je suis sur le point de rentrer. Répriment un frisson, j'esquisse un faux sourire et me retourne en face de la masse de chair décomposée qui se contorsionne dans tous sens et qui est en train de me dévisager de ses yeux globuleux. What the fuck? Ah oui, il s'agit de mon voisin d'à côté, Suzumi, un peintre de la quarantaine, enfin, je crois. Il passe ses journées à la maison pendant que son épouse travaille. J'ai jamais eu beaucoup de contact avec cet homme, alors pourquoi faut-il soudainement qu'il vienne me parler aujourd'hui? Oh là là, les bruitages, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a juste arrêté pour me faire la morale. De quoi il se mêle chez moi? J'ai compris, il s'inquiète de ce que la laideur de la maison puisse déteindre sur la sienne. Foutu snob. Exhibant un sourire de pure forme, je bats en retrait derrière mon portail. Je peux sentir dans mon dos le regard ennuyé de Suzumi tout le temps qu'il me faut pour atteindre la porte d'entrée. Pourquoi s'ingèrent-ils tous dans ma vie? Je n'ai plus qu'un désir, trouver un endroit désert, un endroit où Saya et moi pourrons vivre ensemble. J'avoue vivre comme ça tout le temps. Suzumi Yusuke soupire d'agacement en observant son jeune voisin se réfugier chez lui. What the fuck? Ah, sa gueule. Bon, les amis, ça fait 3 quarts d'heure, je vais essayer toujours de garder des épisodes qui durent à peu près 3 quarts d'heure. On a pas mal avancé dans l'histoire, vous voyez, il s'est passé un truc genre... Umi se fait bouffer par Saya, Saya n'a rien dit, fait passer les cadavres d'Umi pour des fruits. Fuminori l'a mangé, c'est assez ouf. Et Fuminori devient de plus en plus inhumain. C'est incroyable. Son pote, ben voilà, il lui a pris en filature. On en apprend un peu plus sur le père de Saya.
très peu, mais il aurait vraiment disparu du coup. Et là, on a une petite histoire avec son voisin. Donc, est-ce que son voisin va se fouiller peut-être trop dans la maison? On va voir ça au prochain épisode. En tout cas, merci si vous avez vu cet épisode jusqu'au bout. Merci encore infiniment. Si la série vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire pour peut-être vos théories sur la suite. Si vous ne connaissez pas le jeu, bien sûr, pas de spoil si vous connaissez. Et merci encore de m'avoir suivi. Sur ce, je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, ciao ciao.